Bonjour à tous et bienvenue à cette émission exceptionnelle consacrée aux entreprises préférées des étudiants et des jeunes diplômés. Une étude EPOCA en partenariat avec Harris Interactive et Le Figaro. Ingénieur, manager, université, tous les profils ont été sondés. Et pour nous préciser les contours de cette étude annuelle exclusive, 7e édition, Mathieu m'a précisé. Autour de moi, Sophie de Tarlet du Figaro. Bonjour Sophie. Bonjour rédactrice Gilbert. en chef du Figaro étudiant. Tout à fait. Ça n'a pas changé. Non. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux depuis que vous y êtes. Ben, je vous Merci, dis. c'est gentil. Delphine Martelly-Vanegas, directrice du département corporate chez Harris Interactive. Vous êtes chargée de la méthodologie, de l'étude, du sondage, bref, que ce soit au carré scientifique. Ça le sera. Ça le sera. Complètement. Et vous nous préciserez tout ça. Et évidemment, Mathieu, le patron d'EPOCA, qui pilote cette étude depuis 7 ans. C'est la 7e édition. Exactement, Je ne Gilbert. suis pas planté. Bonjour. Alors, une étude comme celle-là, ça pèse, si je puis dire, dans l'univers des RH, dans l'univers des entreprises et des grandes écoles. Quelles sont les ambitions de cette étude? Alors, il y en a plusieurs. D'abord, la première, et c'est une nouveauté cette année, on a la chance d'être en direct et 100% en digital. Et vous voyez, en respectant évidemment toutes les mesures Covid Voilà. adaptées à ce contexte si particulier. D'ailleurs, cette étude, elle est très particulière puisqu'elle a été faite, et Delphine nous l'expliquera, juste après la période de Covid, ce qui va nous donner des enseignements absolument passionnants sur les tendances et les évolutions qu'on va avoir. On n'en a jamais eu autant. C'est la 7e édition et un des leitmotifs finalement de ce qui se passe dans ces études. Souvent, on me demande qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a bougé. Finalement, pas grand-chose d'une année sur l'autre. Les résultats sont très stables et très dans la continuité. Vous verrez que cette année, il y a quelques changements majeurs qui peuvent impacter tout ça. Et puis, c'est évidemment un plaisir et un honneur chez EPOCA et pour l'ensemble des 200 collaborateurs de l'agence de pouvoir organiser ce palmarès. On a 3 palmarès en partenariat avec Harris Interactive. On est ravis de présenter cette 7e édition dans une année pleine d'actualités évidemment sanitaire pour nous tous, mais aussi pleine d'actualités pour EPOCA. Aujourd'hui, quand on a commencé à faire cette étude, on était une quarantaine de collaborateurs. Tu étais déjà là, Gilbert, à l'époque. Yes, Ça fait maintenant oui. 10 ans que tu es parmi nous. Et j'en suis évidemment ravi ainsi que l'ensemble des associés. On est maintenant un petit peu plus de 200 collaborateurs en France pour vraiment irriguer nos clients, les directions générales, les directions de la communication, les DRH, les directions marketing sur tous leurs enjeux de marketing et de communication au sens large. Cette année, de grandes nouveautés, puisqu'on a intégré, on va en parler tout à l'heure, une structure qui a rejoint l'écosystème EPOCA qui s'appelle Twinin et qui va révolutionner le monde du marketing RH pour passer d'une logique de moyens finalement à une logique de résultats. Mais je vous en dirai un petit peu plus au travers d'un film qu'on va voir tout à l'heure. Renforcement de notre expertise en matière de gestion de crise, intégration et prise de participation dans un cabinet de conseil en stratégie. Bref, dans un monde très compliqué où on est obligé toutes et tous au sein de l'agence de se battre pour nos clients, pour faire en sorte de construire les meilleures campagnes, mais aussi de s'adapter à un contexte si particulier. On est évidemment très fiers de présenter aujourd'hui ces résultats et j'aurai l'occasion avec Delphine tout à l'heure d'en présenter les lauréats à la fin de cette émission. On va faire un peu de teasing. On a les résultats, on vous les présentera tout à l'heure. Et ce qui est rassurant, c'est de voir qu'au fond, les RH, les DRH, les responsables des ressources humaines, les entreprises en général sont attachées encore à la dimension humaine, à la dimension recrutement, malgré ce qu'on peut dire. Et ça augure, j'imagine, d'un avenir radieux en matière de recrutement. Delphine, alors on va parler méthodologie chez Harris Interactive. C'est votre ADN, c'est même votre métier. C'est notre ADN et puis Mathieu l'a souligné, mais dans ce contexte encore plus incertain que jamais, la méthodologie, le sérieux, le carré, comme le disait Gilbert, c'est extrêmement important. Et donc on a suivi, comme pour les éditions précédentes, une méthodologie très éprouvée dans les sondages. On a interrogé en ligne, comme on le fait, vous le savez, maintenant à peu près systématiquement pour toutes nos études, un échantillon d'étudiants et jeunes diplômés de grandes écoles d'ingénieurs, de grandes écoles de management et universitaires. Par ailleurs, au total, nous avons recueilli un échantillon de 14 000 répondants. C'est plus que significatif. Ce qui vous donne une idée quand même de la robustesse et de la fiabilité de ces résultats. Ce qui nous permet aussi, c'est important, d'aller creuser un petit peu, d'aller regarder selon les écoles, selon les catégories d'écoles ABC, on y reviendra tout à l'heure, comment les choses se passent, quelle est la vision de ces jeunes. Mathieu l'a dit, une vision qui a été très très bouleversée lors des derniers mois. Le contexte de l'enquête, je le rappelle, c'est, Mathieu l'a rappelé aussi, la sortie quasiment du confinement. On est au mois d'avril, on est presque déconfiné, mais on est encore dans une période, on le sait,
qui a été une période de sidération pour nous tous. Hein, je crois qu'on Y peut compris le chez les partager jeunes. ici. Y compris Et chez on va les- le voir chez les jeunes. Et on a poussé le terrain jusqu'au mois de juin, ce qu'on fait chaque année, ce qui laissait effectivement un petit temps de respiration quand même aussi à ces jeunes-là pour regarder un petit peu ce qui se passait à la sortie, encore une fois, du déconfinement. On verra que ça n'a pas complètement modifié leur perception, qui reste marquée quand même par cette période très très difficile que nous avons tous traversée et qu'ils ont vécu aussi de leur manière. Peut-être ce qu'il faut souligner avant de dévoiler les résultats, c'est qu'ils restent marqués après le déconfinement et sans doute pour assez longtemps parce qu'il s'est passé, et je pense que c'est un message qu'on va adresser ce soir aussi aux entreprises et aux écoles. Évidemment, c'est des évolutions fortes qui semblent quand même être relativement structurelles et pouvoir se prolonger pendant au moins quelques mois dans cette génération qu'on appelle évidemment la génération Covid, mais qui présente quand même des signes d'une génération qui sera sans doute très particulière. Inquiétude et quête de sens, ça peut marcher. C'est comme ça que ça marche. Et comme très souvent, chez Harris, vous le savez, on a suivi beaucoup l'état d'esprit des Français, l'inquiétude sur la crise sanitaire, puis sur la crise économique et sociale. On a vu cette inquiétude évidemment monter dans tout le pays. La question c'était, est-ce qu'il y a des populations, des catégories qui échappent un tout petit peu à cette atmosphère? La réponse, on va la voir très vite. Elle est plutôt non, de leur côté aussi, de ces jeunes qui étaient appelés, on va le rappeler, à répondre à plusieurs questions, évidemment sur la connaissance des entreprises qu'on a testées, leurs entreprises préférées, les employeurs les entreprises dans lesquelles ils aimeraient travailler, mais aussi ils répondent à quelques questions plus générales sur leur vision finalement du monde du travail. Sophie, alors on a lu le supplément que le Figaro a réalisé à l'occasion de cette étude. Alors vous n'avez pas dévoilé le palmarès, mais en tout cas vous avez fait une pré-enquête où vous avez sondé ces jeunes et vous avez ressenti cette inquiétude chez les jeunes que va révéler. Oui, moi ce qui m'a frappé dans cette étude qui est vraiment très intéressante et assez unique, de voir vraiment à cette période de l'année post-confinement, c'est de voir à quel point ils sont inquiets, angoissés, et surtout des jeunes qui normalement n'ont pas à l'être, c'est-à-dire des étudiants qui sortent d'écoles de commerce, d'ingénieurs. Quand on voit que seuls 62% des étudiants d'école d'ingénieurs n'ont pas peur d'avoir un emploi, ça fait quand même près de 40% qui 90 le sont. Surtout l'année dernière. Et c'est une chute de plus de 30 points, si mes souvenirs sont bons. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Et dans les interviews qu'on a pu faire, on voit que des étudiants, même de très grandes écoles, sont inquiets de leur avenir. Et on a envie de leur dire, mais non, en fait, vous n'êtes pas touchés par ce problème. Et en fait, si, ils sont inquiets. Ils sont inquiets d'abord parce qu'ils ne peuvent plus partir à l'étranger. Ils sont inquiets de ne pas trouver un stage. Ils ont vu que leur stage, même s'ils étaient dans des très grandes écoles, pouvait être mis à l'eau assez rapidement. Et ça, ils l'ont vu et c'est assez frappant. Et puis la deuxième partie, oui, c'est la quête de sens. On a fait un article, c'est vrai, sur. Alors moi j'ai anglais un peu écologie parce que c'est un petit peu ce que j'aime aussi. Votre donc truc, l'écologie. Voilà, donc puis je trouve qu'on a lancé un classement des écoles de commerce écolo. Alors je me suis dit que c'était l'occasion. Donc du coup on a interviewé des jeunes qui ont décidé de se lancer dans des entreprises pour justement leurs valeurs ou une entreprise par exemple où le cœur du business c'est l'écologie et c'est pas une partie de l'entreprise, non, c'est vraiment le cœur du business. Et est-ce que finalement est-ce qu'ils s'y sentent bien? Est-ce qu'ils ont choisi ça pour leurs valeurs et comment ils le voient? Et ça, je trouve ça assez nouveau et c'est intéressant. Dans votre enquête, on découvre qu'il y a des secteurs qui traversent cette crise et qui recrutent malgré tout et qui ont envie de continuer à se sourcer et à trouver des jeunes talents. Tout à fait. C'est vrai qu'on a envie de dire aux jeunes, il y a quand même pas mal de secteurs qui recrutent. On avait l'exemple d'une société qui travaille pour le nucléaire, qui recrute 600 ingénieurs. Donc c'est énorme. Donc il y a aussi beaucoup de demandes finalement, des développeurs, des codeurs, tous les métiers de la tech finalement qui n'ont pas cessé d'investir parce qu'on a encore plus besoin de nouvelles technologies pour affronter cette crise. Donc oui, il y a encore des recrutements. Et c'est vrai que j'ai envie de dire aux jeunes, inquiétez-vous, oui, mais pas trop en fait. Il faut quand même garder espoir parce que on est une période de changement, certes, mais on a besoin de sang neuf, on a besoin de jeunes pour l'affronter et les entreprises ont besoin de vous. Mathieu, c'est ça qui est frappant, c'est qu'au fond, la dimension RH, je le disais rapidement, mais c'est une dimension pour les entreprises résilientes, ou en tout cas qui ont une vision durable,
c'est juste essentiel, y compris en période de crise. Tout à fait. Et ce qu'on constate quand même cette année, et on va le voir au travers des différents témoignages des entreprises, d'ailleurs que je remercie, qui vont témoigner par la suite et qui prennent le temps dans cette période si compliquée de pouvoir justement partager leurs tendances, c'est que les entreprises continuent à investir sur le sujet de la marque employeur, sur le sujet de la communication globale. Il y a des enjeux, il y a des problématiques, il y a des besoins, comme le disait Sophie, il y a des recrutements et Dieu merci. On est dans une période très étonnante avec des secteurs évidemment qui vont mal. Hein. Il y en aura qui vont s'exprimer tout à l'heure, il y en a d'autres qui vont beaucoup mieux et c'est tant mieux. À nous de trouver les solutions par rapport à tout ça. Et vraiment, pour terminer un petit peu sur cette première introduction, je voulais vraiment remercier Delphine et Sophie de nous soutenir depuis maintenant de longues années au travers de cette étude qui est compliquée et de l'ensemble de nos clients qui vont venir témoigner tout à l'heure. Un mot pour nous dire un petit espoir pour la suite, parce qu'on va voir, il y a des tensions, mais il y a aussi des éléments peut-être qui peuvent nous permettre de nous projeter. Il y a des éléments et cette étude, elle est à l'image de toutes les études qu'on a conduites dans la période. Ce qu'on observe de manière générale, c'est que la crise a plutôt renforcer, voire accélérer certaines tendances qui existaient déjà. Tout n'est pas né, évidemment, de la crise du Covid. Donc, Sophie en parlait tout à l'heure, il y a la quête de sens et qu'on retrouve encore cette année dans un contexte, encore une fois, tout à fait particulier, mais qui continue à suivre son petit bonhomme de chemin, qui est toujours là et qui est un signe, je pense, d'espoir, effectivement, pour ces étudiants qui, j'allais dire, modèrent un tout petit peu leur anxiété, leur angoisse et qui modèrent et qui colorent un tout petit peu leur regard sur les secteurs aussi. Et je pense qu'ils vont de plus en plus chercher des secteurs qui aussi traversent la crise, mais aussi répondent d'une certaine manière à leurs aspirations en termes de RSE. Moi, ça m'a frappé aussi, par exemple, quand on voit, ils s'intéressent beaucoup, les ingénieurs sont très intéressés par le secteur du BTP, de la construction. Et là aussi, c'est une quête de sens. C'est j'ai envie de quelque chose de concret finalement. Et on dit les architectes du monde, cette expression qui est un peu galvaudée, mais c'est chez les ingénieurs que ça se passe, c'est ça que ça veut dire. C'est peut-être au fond la quête de sens qui les angoisse. Au fond, peut-être ça. Mathieu, alors on a parlé communication RH et l'actualité chez Epoca, c'est l'intégration de Twinning. Exactement. Et ce que je propose, c'est qu'on regarde un petit film. Des petites images. Allez, merci beaucoup mesdames. On reste ensemble, Delphine. Merci beaucoup Sophie. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Twinning. Je suis Thibaut Michel. Et moi, Jérémy Duris. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'intégrer l'écosystème Epoca, qui dorénavant s'appuiera sur les équipes et les technologies innovantes de Twinning en matière de marketing RH. Nous allons ainsi partager notre expertise unique auprès de l'ensemble des clients médias RH d'Epoca et bien entendu à l'ensemble des entreprises françaises pour optimiser leur performance dans leur recrutement dans un contexte post-Covid où le gain de temps, l'efficacité et l'optimisation des budgets sont des éléments clés. Twinning est une agence de marketing RH créée en 2010, mais toujours véritable start-up dans sa culture. Nous sommes en effet les seuls en France à proposer un modèle de sourcing et de communication digitale RH à la performance. Concrètement, pour l'ensemble de vos plans médias, vous ne payez qu'en fonction des résultats obtenus. Chez Twinning, nous faisons de l'acquisition RH. Nous aidons les entreprises à capter en ligne leurs candidats grâce à des technologies innovantes et propriétaires qui sont construites au sein de notre cellule R&D. Aujourd'hui, pour être visible et capter des candidats qualifiés, une multitude de solutions s'offre à vous. Les job boards, les moteurs de recherche, les agrégateurs emploi, Twinning s'occupe justement de rendre visibles vos jobs et plus globalement l'ensemble de vos communications RH au bon endroit, au bon moment, juste le temps qu'il faut. Et tout ça en nous engageant au résultat. En d'autres termes, Twinning augmente vos candidatures qualifiées et bien entendu votre visibilité employeur en vous aidant à tirer davantage de performances de votre budget média RH. Nous partons de vos objectifs d'image employeur, de recrutement ou encore de votre volume de CV. Ensuite, notre technologie et nos experts vont choisir sur des milliers d'inventaires à emploi et déterminer ainsi les leviers et les dispositifs les plus performants pour vous permettre d'atteindre vos objectifs de recrutement. Comme le sourcing n'est évidemment pas le seul levier à utiliser pour atteindre vos objectifs de recrutement, connaître les requêtes qui sont faites sur votre marque ou vos métiers est essentiel. C'est pour cela que nos data traders A/B testent en permanence l'ensemble des formats publicitaires sur les plateformes d'emploi et sociales pour maximiser l'impact de vos prises de parole et pour augmenter votre notoriété de marque. Il n'y a jamais eu autant de possibilités et d'outils en matière de communication RH et de recrutement en ligne, rendant tout ceci complexe, cher et chronophage pour les équipes RH. Les entreprises qui travaillent avec nous aujourd'hui permettent à leurs recruteurs de se dégager du temps et en plus de faire des économies. Avec Twinning, ce sont donc des équipes RH qui peuvent enfin se concentrer sur ce qu'est leur métier, le recrutement.
Voici donc les deux grands sujets qui nous passionnent chez Twinin, l'automatisation du sourcing et la diffusion véritablement performante de votre communication RH. Vous êtes nécessairement à la recherche d'efficacité dans votre stratégie de marketing RH. Le modèle à la performance de Twinin sera un atout précieux dans votre politique de sourcing et de communication RH. Nous avons hâte de vous rencontrer pour vous en parler plus en détail. À très vite. Cette chose derrière moi. Retour plateau, thème de cette première rencontre thématique, les jeunes face à l'emploi et leurs inquiétudes surtout. On le sait, la crise a impacté leur rapport au marché du travail, mais entre la quête de sens liée au monde de demain et l'insertion professionnelle, le retour à la réalité est évident. Il nous semblait essentiel de revenir sur cette situation unique, je l'espère, et exceptionnelle. On a parlé avec Delphine tout à l'heure. À mes côtés, Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Guillaume Dacuna, DRH d'Island Paris. Bienvenue. Bonsoir Gilles. Franck Bournois, qui était là tout à l'heure pour parler des écoles, DG de l'ESCP. Bienvenue. Bonsoir. Et Delphine, qui continue avec nous. Alors Delphine Martelly-Manégas, qui est directrice du département corporate chez Harris Interactive, c'est elle qui était chargée de l'étude qu'on va vous présenter et qui va dévoiler tout à l'heure les entreprises préférées des jeunes étudiants et des jeunes diplômés. Tout le monde est angoissé, j'en suis sûr, et il y a des résultats, vous allez voir, pas étonnants, mais en tout cas qui sont édifiants sur la situation. Alors Delphine, on revient à vous, vous êtes la spécialiste des sondages. La crise sanitaire a fortement modifié le rapport des étudiants et des jeunes diplômés avec le monde du travail. Alors pouvez-vous nous donner quelques chiffres, quelques exemples, et notamment 2 chiffres importants? Alors 2 chiffres importants, aujourd'hui 45% des diplômés des grandes écoles, on parle de grandes écoles, ingénieurs, management, etc., estiment qu'il sera facile de trouver un emploi. 45%. Le même chiffre l'année dernière, c'était 83%. Donc un recul de la confiance de ces jeunes étudiants et jeunes diplômés de 38 points en un an. C'est inédit, évidemment, dans ce baromètre. C'est la 7e édition. On n'avait jamais vu une telle évolution. Mathieu l'a rappelé, on a quelques évolutions, mais jamais de cet ordre-là, quasiment 40 points, à tel point qu'on pourrait parler d'effondrement de la confiance chez ces jeunes étudiants et diplômés, dans un contexte, on l'a rappelé, de fin de confinement, début de post-confinement, mais c'est aussi inédit à l'échelle des études de manière générale. Je l'ai dit tout à l'heure, Harris Interactive a suivi beaucoup, évidemment, la population des Français et toutes les catégories de population. On a vu effectivement monter les études, etc., mais dans l'histoire des sondages, un tel recul de 40 points reste quand même très rare. C'est durable? C'est durable. C'est la question qu'on a envie évidemment presque de se reposer assez vite avec Epoca et Le Figaro, bien entendu, nos partenaires. Très franchement, là, on a des signes qui montrent qu'on est rentré dans une ère d'interrogation, de toute manière. Peut-être moins d'angoisse, mais en tout cas d'interrogations qui vont rester sans doute assez durables dans cette génération. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que ce 38%, il n'appartient pas à une catégorie. Ce n'est pas particulièrement les étudiants en université qui sont très inquiets cette année. Non, ça va toucher tout type d'étudiants et jeunes diplômés. Alors un peu plus le management, on le voit, mais également les ingénieurs. Sophie l'a rappelé, les ingénieurs qui jusqu'à présent étaient plus de 90% à être confiants dans leur avenir et qui cette année, eux aussi, connaissent un recul extrêmement lourd, puisque là aussi on est sur une perte de 30 points. De 30 points de confiance parmi les étudiants des écoles d'ingénieurs. Donc on a là quelque chose qui est à la fois très profond et surtout très transversal et très homogène, quel que soit le profil des étudiants et jeunes diplômés qu'on regarde. Il y a une chose, tout à l'heure vous me disiez, est-ce qu'il y a des motifs quand même d'espoir? Il y en a un quand même, ils sont très conscients en même temps que la cote de leur diplôme joue un rôle. La cote de leur école, d'une certaine manière, la marque, va jouer un rôle. Et quand on détaille un petit peu les résultats, tous les étudiants qui appartiennent à ce qu'on appelle la catégorie A, donc on va dire un peu la crème, des écoles d'ingénieurs et de management, se sentent un petit peu quand même plus protégés que les autres. C'est un facteur qui continue à jouer quand même son rôle de protection et qui crée une forme de réassurance. Ce qui va importer dans la période, durable ou pas, cet état d'angoisse, ça va être d'apporter quand même des éléments de réassurance à ces jeunes-là dans une période qui, on le sait,
manque un tout petit peu De d'éléments visibilité, on va dire. positifs et de visibilité. Mais c'est comme Oui. ça qu'on va pouvoir avancer. Oui, c'est vrai qu'on a rencontré des écoles, comme vous dites, de la famille A, hein, des très grandes. C'est vrai que la marque a un impact non négligeable pour les jeunes qui se réassurent et qui peuvent, de ce point de vue-là, préparer un avenir plus facile, hein, parce que rien ne sera facile. Guillaume Dacounage, vous êtes DRH de Disneyland Paris. Est-ce que vous constatez cette inquiétude ? Je confirme, c'est une réalité. Alors, on a aussi vu récemment les résultats de l'OIT qui ont publié un certain nombre d'indicateurs qui vont dans le sens de ce que Delphine dit, à savoir une vraie crainte qui est partagée par les jeunes étudiants sur l'accessibilité à l'emploi, sur un effet d'anxiogénité associé donc, à la situation dans laquelle ils sont. Il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'on a des jeunes qui ont accédé à l'emploi récemment et qui ont perdu leur emploi. Il y a plus d'une personne sur 6 au niveau mondial qui a perdu son emploi sur des personnes qui ont moins de 34 ans aujourd'hui. Donc nous, à l'échelle terrain, on le vit des deux côtés. On a une situation, en tout cas si je prends l'exemple de Disneyland Paris, où on est sur une industrie market qui est comme très touchée aujourd'hui. Le monde du loisir, du tourisme est très marqué par la crise que nous traversons. Et si on va un petit peu plus loin, l'attractivité, on a deux phénomènes. On a un problème de rétention et on a un problème d'attractivité. Comment s'assurer qu'on retient nos talents dans un contexte dans lequel nous sommes exposés, avec un ralentissement d'activité. Aussi, on a quelques perspectives externes qui laissent penser que notre secteur d'activité n'est pas si bon que ça. Donc les gens qui sont à l'intérieur se disent est-ce que c'est bien d'y rester ? Et inversement, à l'extérieur, est-ce que j'ai envie de traverser, de franchir le pas pour rejoindre Disneyland Paris demain ? Donc c'est une vraie réalité opérationnelle. C'est vrai, on est au cœur de la DRH, si je puis dire, faire face à une situation, mais aussi se projeter. C'est-à-dire parce que se projeter, c'est dans les 6 mois. Évidemment, on espère qu'on va en sortir. Évidemment, on espère que la situation va se retourner. Et il faut préparer ça, malgré tout. Il faut préparer, se mettre en position. C'est comme ça que le DRH doit se préparer au niveau d'une grande entreprise ? Oui, entre autres. Il y a d'autres dimensions à embrasser, mais celles-ci en font partie, effectivement. Alors, les jeunes, est-ce que vous comprenez aussi leur quête de sens, leur quête d'intégrer des entreprises qui leur proposent autre chose ? Oui, complètement. On entend parler de génération confinée. Je pense qu'il y a deux générations qui sont impactées de manière très significative, qui sont la génération Z et les millennials. Donc il y a un vrai besoin d'apporter du sens, parce qu'on a touché à la fois à la dimension de sécurité physique, mais aussi de sécurité mentale. Et donc cette population-là a été très marquée sur cette approche bicéphale. Et donc c'est à nous, en tant qu'employeurs, de s'assurer qu'on est capable de créer les conditions de succès, et aussi ce quête de sens sur la santé, le mental, et savoir comment les personnes vont se projeter dans un monde qui est différent de celui qu'ils avaient imaginé. Oui, ça veut dire qu'il faut en plus communiquer sur des valeurs autres. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur le salaire, sur la réussite, mais bel et bien sur des items comme ça. Voilà. La bienveillance, l'empathie. La bienveillance. C'est un point extrêmement important dans les critères d'attractivité des entreprises qu'on mesure chaque année. Alors les évolutions sont moins fortes. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, je le disais, la crise parfois renforce des tendances, c'est que le premier critère d'attractivité, déclaré par notre échantillon, c'est quand même les conditions de travail. Et cette année, ça prend un relief tout à fait particulier. Oui. Les conditions de travail, c'est très matériel et très objectif et physique. Mais c'est aussi des conditions de travail sur, vous le disiez, l'état, on va dire, moral et l'état mental aussi des salariés. En fait, il y a un côté très extrême dans l'approche. Et des populations se sont retrouvées à l'extrême avec un télétravail continu, parce qu'on a maximisé le recours au télétravail. Donc au-delà du confinement, les gens étaient en travail permanent. Et on l'a vu, je peux le constater, on a étendu les plages d'activité, les semaines sont plus longues qu'elles étaient avant, les journées aussi, et de l'autre côté, on a des personnes qui ont dû avoir une activité plus opérationnelle nécessaire, et eux étaient confrontés donc de plein fouet à la crise Covid, et il y a ce sentiment de dire est-ce que je serai impacté par cette crise sanitaire ou pas, donc c'est une vraie réalité aussi. Donc on voit bien que le DRH est dans un tiraillement permanent sur ces dimensions recrutement, sur ces dimensions bienveillance, sur ces dimensions humaines au sein de l'entreprise. Ouais, on va le voir sur les secteurs quand même, le DRH peut se satisfaire quand même d'éléments structurants, encore une fois, qui perdurent, c'est-à-dire quand on appartient à un secteur qui quand même fait rêver, qui quand même... Faire rêver, c'est un métier, ça me rappelle quelque chose, Guillaume. Qui est attractif. Belle promesse employeur, je confirme. Très belle promesse. La crise n'est pas venue complètement renverser les choses non plus, et l'attractivité des secteurs et des entreprises dont la vôtre
voilà, certes, est affectée parce qu'on comprend bien le contexte, mais reste quand même élevée et forte. Donc voilà, le DRH a un socle aussi sur lequel c'est vrai, s'appuyer. la résilience passera par là. Oui. La marque, mais la marque Disney, on n'en parle même pas. C'est un capital. Et le projet. Et le projet. Alors Jean-Christophe Combe, vous êtes directeur général de la Croix-Rouge. Alors, on ne présente pas Disney, mais je pense qu'on ne présente pas non plus la Croix-Rouge. Moi, j'aimerais savoir, concernant l'étude, on a découvert dans cette quête de sens, cette volonté peut-être d'avoir un impact, de s'engager. Est-ce que vous, comme directeur général justement de cette grande institution, vous mesurez cette recherche, cette quête de sens à travers les dons, à travers une volonté d'engagement de certains? Alors bien sûr. Alors c'est une erreur de ne pas présenter la Croix-Rouge parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache. Alors voilà, exactement. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce qu'on représente parce qu'on est à la fois effectivement une grande association avec des activités bénévoles, humanitaires connues, donc 65 000 bénévoles sur l'ensemble du territoire français, mais on est aussi l'un des premiers opérateurs de l'économie sociale et solidaire avec près de 600 établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux et de formation qui accueillent l'engagement de 18 000 salariés. Donc au sein de la Croix-Rouge française. Et donc on est à la fois... C'est presque autant que 18 000 salariés. Oui. Et donc on est à la fois un employeur avec les problématiques qu'on peut rencontrer. De recrutement aussi. Mais aussi une organisation dont la raison d'être, c'est de réaliser l'engagement sous toutes ses formes, celui du bénévolat, celui du salariat, celui du volontariat aussi. Et j'ai envie de dire que cette crise, parce qu'on a beaucoup parlé de la crise Covid, elle est venue quelque part confirmer une tendance de fond qu'on connaissait. Pendant la crise, on a vu un élan en fait, de la part des jeunes de volonté d'engagement. C'est plus de 300 000 inscriptions sur le site du gouvernement jeveuxaider.gouv. C'est plus de 30 000 offres de bénévolat juste à la Croix-Rouge française pendant toute la durée du confinement, ce qui est énorme. 65 000 bénévoles, 30 000 offres de bénévolat pendant les 3 mois, enfin les 2 mois du confinement, c'est juste colossal, exceptionnel. Et donc, qui sont venus confirmer une tendance de fond, dit qu'aujourd'hui, les jeunes ont conscience que face à la société et à l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, aux problématiques auxquelles on a à faire face, le changement climatique, la lutte contre la grande précarité, l'isolement aussi, qui était fortement révélé par le confinement, et bien, il faut s'engager. Et on est dans une société aujourd'hui qui a envie d'agir, qui a envie de s'engager. Et nous, on est là pour donc, vous confirmez, la quête de sens, elle trouve un sens chez vous. Elle trouve un sens chez nous. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que parfois, des organisations comme les nôtres ont à gérer un petit décalage entre la représentation que peuvent avoir les jeunes de ce qu'est s'engager. Voilà, on veut partir à l'autre bout de la planète pour aider des enfants en Afrique. On le fait à la Croix-Rouge, mais pas seulement. Ouais. On a aussi tout un tas de métiers qui ont un impact, qui demandent de l'engagement. Et je pense notamment au métier du soin, de l'accompagnement. C'est une vraie réalisation dans la quête de sens et qui pourtant, aujourd'hui, manque cruellement d'attractivité. C'est aussi ce qu'a révélé et qu'a mis au jour la crise Covid. Voilà, on ne trouve pas aujourd'hui d'aides-soignants, d'infirmières, etc. dans nos établissements. Et pourtant, on en a besoin. Et pourtant, moi, je suis persuadé que c'est des métiers qui peuvent répondre à cette quête de sens. Ouais. Les diplômés de l'ESCP, ils pourraient aller aider un peu. Alors, ils le font, j'imagine. Absolument. Il y a même beaucoup d'étudiants et des formes associatives qui sont orientés vers ces activités. Et si j'ai bonne mémoire, à Disney, on propose, les volontaires, ils peuvent s'engager dans les associations. Donc la quête de sens existe déjà. Une question anecdotique peut-être, mais pas tant que ça. Les dons, est-ce qu'ils ont augmenté pendant cette période? Les dons ont effectivement explosé pendant la période, c'est-à-dire qu'il y a eu un vrai élan de générosité de la part des Français pour en particulier intervenir et répondre à la crise sanitaire. Et donc ça s'est transformé en dons. Il y a eu un élan aussi de générosité de la part des entreprises, il faut le souligner, parce qu'on est aussi un moyen pour les entreprises d'aider leurs collaborateurs à réaliser cette quête de sens dans nos partenariats. Et on a pu bénéficier de cet élan de générosité pour répondre à la crise sanitaire. Delphine, c'est clair là. C'est extrêmement clair, un petit mot là-dessus, parce qu'on a suivi dans la période effectivement ce que les Français retenaient des actions des uns et des autres. Et les Français mémorisaient de manière très exacte
toutes les actions des entreprises en ce sens-là, c'est-à-dire pour l'intérêt général. Tout ce qui pouvait participer d'une certaine manière au collectif dans la période a été très très repéré par les Français et par les jeunes en particulier. Vous êtes en train de nous dire c'est bien de faire le bien, si je puis dire, pour les entreprises en termes de C'était en com. tout cas très attendu. Ouais. Voilà, et ça correspond à ce que vous disiez. Les gens l'ont fait, mais les gens l'attendaient aussi. Ils l'ont fait à titre individuel, mais ils attendaient aussi que d'autres acteurs, notamment les entreprises, évidemment vous, mais c'était plus naturel, mais aussi que les entreprises prennent une part, d'une certaine manière, dans la crise que la société française tout entière traversait. C'est plutôt rassurant de voir que ça marche, enfin que ça a fonctionné et que la quête de sens a trouvé une réalité à travers les dons, à travers les bénévoles, et c'est plutôt rassurant sur la suite. Alors, Franck Bournois, vous déversez sur le marché de l'emploi des centaines d'étudiants chaque année qui cherchent un emploi, et c'est l'objet de notre étude avec Harris Interactive et Le Figaro, une étude auprès des jeunes diplômés. Alors, comment ça résonne à vos oreilles, tout ce que vous avez entendu ? Je souscris à beaucoup de ce qui a été dit, en particulier sur la quête de sens. C'est une jeunesse qui est formidable. Ce n'est pas que SCP, c'est l'ensemble aussi des écoles de management et d'ingénieurs. Beaucoup d'aspiration. Et ils sont en recherche aussi, comme je le dis souvent, d'inspiration aussi du premier emploi. Lorsque Delphine parlait de confiance, c'est vrai, on peut le voir sous l'angle confiance. Moi, je l'entends aussi sous l'angle du réalisme. Quand on dit c'est inédit, mais je veux dire c'est inédit sur le plan, j'allais dire, des pandémies. C'est un grand réalisme aussi que de voir que tout ceci est anxiogène, comme ils sont très en prise aussi avec la vie des organisations. Il voit bien des phénomènes de gestion qui sont déstructurés, etc. Donc c'est une jeunesse, je trouve, qui est extrêmement réaliste, et je trouve que c'est assez formidable aussi que cette quête de sens existe à ce moment particulier de l'histoire. Et est-ce que des étudiants, alors vous faites le SCP en général, vous avez un parcours tout tracé dans l'audit, le marketing, la finance, que sais-je, à l'international. Est-ce qu'il y en a qui vous disent non, finalement, c'est pas ça la vie, et l'impact que je vais avoir, c'est peut-être pas forcément de faire fortune dans une salle des marchés. Je veux une autre vie. Oui, les écoles de gestion, SCP a d'ailleurs comme mot-clé, j'allais dire, le choix. C'est-à-dire que ce sont des formations qui ouvrent à des parcours différents, en France, à l'étranger. Ce n'est pas qu'une affaire, j'allais dire, strictement hexagonale. Il y a des personnes qui, en entrant dans les écoles, eh bien, découvrent en cours de route d'autres choix. Ils veulent faire des doubles formations, des diplômes d'ingénieur en même temps que des diplômes de gestion. Et moi, je prends souvent un exemple, un tiers des étudiants de l'école sont membres d'une association sur l'économie solidaire, sur l'associatif, ce qui n'aurait été jamais le cas 20 ans en arrière de cela. De même que dans les formations, par exemple, sur précisément ce que nous dit Gilbert, c'est-à-dire l'audit et le conseil, pour l'audit, on a peut-être, et c'est un problème aussi, 8 fois moins de jeunes qui sont diplômés dans ces filières qu'on ne l'avait aussi il y a 20 ans. Donc la question, la variété, la diversité. C'est pas fun, l'audit. Oui, mais il y a beaucoup aussi de beaux parcours dans l'audit. Oui, bien sûr. Et surtout que vous avez même un master spécialisé en audit qui est très réputé, si je me souviens. Un dernier mot, Guillaume. Est-ce que ça va changer le profil des gens que vous allez recruter à l'avenir ? Je pense le profil, non. Je ne pense pas. Après, nous, on a une telle variété de métiers. Il y a un effet balancier. C'est que la crise aussi provoque une forme de départ anticipé d'une certaine population âgée, plus rapidement qu'on l'avait prévu. Donc ça nous oblige aussi à anticiper comment on va aller chercher du talent de tous bords, de la maintenance, de la restauration, de l'ingénierie technique. On a telle diversité de métiers à anticiper parce qu'on a des volumes de départ assez significatifs en retraite anticipée. Un dernier mot aussi, vous êtes optimiste parce que vous voyez la société par ce qu'elle a parfois de plus difficile, de plus compliqué. Est-ce que vous voyez l'issue comment de votre totem ? Je suis optimiste, sinon je ne serais pas bouché aujourd'hui. Non, ce que je vois, c'est que nous, on est en capacité d'apporter des solutions et c'est ça le principal. Et que dans les moments difficiles, la population, les citoyens sont capables de se mobiliser pour répondre à des grandes problématiques. Donc oui, je suis optimiste. Et oui, je pense qu'on va se relever et qu'on saura tirer les leçons de ce qu'on vient de vivre d'exceptionnel avec cette crise sanitaire. Alors la transition est toute trouvée pour les images que nous allons voir tout de suite. La quête de sens, nous avons beaucoup parlé des employeurs, de la relation école. Je vous propose maintenant de découvrir un dispositif assez unique pour l'inclusion
des jeunes diplômés pour favoriser l'inclusion des jeunes diplômés handicapés, en situation de handicap, dans l'emploi ou tout simplement favoriser l'inclusion des jeunes tout simplement dans les études supérieures, parce que c'est un problème, hein, vous savez, les jeunes personnes en situation de handicap ne s'engagent pas assez dans les études supérieures. Je vous propose de découvrir tout de suite le dispositif Tous en scène. Tous en scène, c'est un outil entre guillemets magique de communication. Il donne la parole aux jeunes, aux collaborateurs, aux managers, à toute l'entreprise. C'est un véritable outil de sensibilisation. Une entreprise en fait qui veut afficher sa politique handicap par la preuve. Personnellement, je trouve que Tous en scène est une bonne preuve à apporter, tant en interne qu'en externe, sur ces sujets-là. Tous en scène propose aux étudiants de la France entière de réaliser des vidéos sur le thème du handicap. C'est un dispositif de communication complet et personnalisé au service de la visibilité des entreprises, tout en leur permettant de créer une relation de proximité avec les talents de demain et leurs écoles. 3 grandes phases rythment ce dispositif. Tout d'abord, une mobilisation des campus et des étudiants pour réaliser les vidéos. Pour nous, c'est très important que des étudiants aussi s'engagent autour des valeurs du handicap. C'est des valeurs qui sont importantes pour Generali et qui sont vraiment ancrées dans notre ADN. On recrute des stagiaires, des alternants et vraiment on accompagne l'intégration de ces personnes-là aussi chez nous. On est pleinement partenaire de cette initiative. D'abord, elle implique tous les étudiants et pas que les étudiants en situation de handicap, donc elle implique les écoles. Et nous attachons beaucoup d'importance aux relations avec les écoles, avec les étudiants. Nous sommes une entreprise qui recrute et on souhaite aussi pouvoir recruter des jeunes en situation de handicap dans l'entreprise. Dans un deuxième temps, un appel au vote est lancé. Tous les établissements sont mobilisés. CFA, universités, grandes écoles, des milliers d'étudiants et diplômés vont ainsi pouvoir sélectionner leur œuvre préférée. Bien entendu, les administrations des écoles et les salariés des entreprises seront également partie prenante de cette phase de vote qui regroupe chaque année près de 10 000 participants. Le dispositif Tous en scène, pour nous, il était intéressant parce que ça fonctionnait sur une année avec des partenariats écoles, avec les collaborateurs de l'entreprise qu'on mobilise. Quelque chose dans la continuité, pour nous, c'est important parce que la sensibilisation, c'est pas à un moment dans l'année, c'est tout au long de l'année, donc Tous en scène y répondait très bien. On a eu un guide de communication, des communiqués de presse qui nous ont permis aussi de reprendre ces éléments pour communiquer en interne. Nous nous sommes servis de ces vidéos pour sensibiliser nos collaborateurs. Nous avons fait des sessions de visionnage pour parler aussi du handicap et donc du coup faire changer le regard également. La cérémonie de remise des prix vient conclure le dispositif, récompensant les meilleures réalisations et les établissements les plus mobilisés. J'ai vraiment trouvé la saison 8 fantastique. Je trouve que ces jeunes sont vraiment talentueux, créatifs et vraiment je les félicite. Je trouve qu'on gagne en professionnalisme à chaque édition. On a été marqué là encore par des films qui sont tantôt dans l'émotion, tantôt dans l'humour, mais en tout cas toujours plein de conviction et d'envie en tout cas d'aller plus loin sur cette question du handicap. On a gagné le prix Vie quotidienne. On a remporté notre prix dans la catégorie humour. On a gagné le prix de la mobilisation. On est ravis d'avoir remporté ce prix. Si ça a pu faire changer la vision du handicap chez certaines personnes, c'est très bien. Ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est qu'elles n'ont pas qu'un rôle de sponsor. Elles veulent que le public le plus large possible sache qu'elles sont ouvertes à accueillir en emploi, mais aussi en stage ou en alternance, des jeunes en situation de handicap. Elles sont aussi chez nous parce qu'à travers Tous en scène, elles sensibilisent leurs collaborateurs. Il y a un autre aspect aussi, les relations avec les écoles. Promouvoir la marque employeur, leur politique handicap, leur politique diversité, leur politique RSE auprès des étudiants de l'enseignement supérieur, ça c'est capital. De quoi créer un lien fédérateur entre étudiants, établissements d'enseignement supérieur et entreprises, et montrer que handicap, réussite académique et insertion professionnelle, c'est possible.
vous avez découvert le dispositif Tous en scène, vraiment très utile et indispensable, je dirais même, pour aider les jeunes en situation de handicap. Alors, second thème, seconde table ronde consacrée au parcours des jeunes candidats depuis la découverte d'une offre d'emploi jusqu'au rendez-vous avec le recruteur. Vous savez, le recruteur qui va décortiquer votre parcours. Nous allons donc nous intéresser à ce qu'on appelle l'expérience candidat, car la situation s'est sans doute modifiée durablement, le parcours, la prise de contact, voire la relation des candidats avec les candidats et les entreprises se sont réellement transformées. Sur le plateau aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et la joie d'avoir toujours à mes côtés Delphine Martelly-Banegas qui est restée à mes côtés. Merci. Avec grand plaisir. Pardon ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous nous avez éclairé sur cette étude exclusive. 14 000 étudiants sondés, grandes écoles, universités, bref, c'est très solide, comme on dit dans le domaine statistique. Céline Lebaille, directrice du Conseil stratégique et partenariat chez EPOCA, une agence de communication que vous connaissez maintenant très très bien. Jacques Hadou, qu'on connaît bien chez EPOCA aussi et depuis longtemps, qui est DRH d'Edenred. Bonjour Jacques. Bonjour. Et Olivier Depréville, président alors OP Search et Headhunting Factory, c'est bien ça? Exact. C'est un chasseur de tête, vous allez voir des profils high level ou des profils plus middle management. Oui. Et on en parlera tout à l'heure avec vous. On va passer en revue cet onboarding nécessaire et nouveau qui caractérise la situation après le Covid dans les recrutements. Delphine, comme d'habitude, on commence avec vous sur le point méthodologique, si je puis dire. Comment les modes de contact entreprise-candidat ont-ils évolué dans cette période que nous traversons? Alors, il y a des évolutions, on en a largement parlé juste avant. Il y a aussi des invariants quand même. Dans le parcours de recherche des candidats, les réseaux sociaux restent fondamental très très fort. Il y a une utilisation d'usage des réseaux sociaux qui reste évidemment très très fort parmi nos étudiants jeunes diplômés à école d'ingé, management, université. Mais il y a des invariants et il y a aussi des évolutions au sein de cette grande famille des réseaux sociaux. Alors on a un LinkedIn qui reste très très haut, de très très loin, le premier réseau social utilisé pour la recherche d'emploi, quelle que soit la filière et quel que soit le diplôme. Mais ensuite la hiérarchie va assez changé et ça fait quelques années qu'on le voit, Céline, et on a une édition qui le confirme, c'est-à-dire qu'on a plutôt une montée encore de YouTube qui continue à progresser, Instagram qui s'installe progressivement, qui part d'un peu plus loin, voilà. Il y a des photos d'entreprises qui peuvent être vraiment super, voilà, et Facebook qui, par phénomène de vase communicant, perd un peu de terrain au fil des années, et c'est assez homogène, c'est pas réservé aux étudiants des écoles de management ou aux ingénieurs, tout le monde, les usages se diffusent quand même à peu près de la même manière dans toutes les filières. Donc les réseaux sociaux, ça reste quand même un vecteur majeur. Ça reste un vecteur majeur avec, encore une fois, des petits nouveaux qui sont plus si nouveaux que ça, mais qui, effectivement, Gilbert, vous le soulignez, n'avaient pas pour vocation, a priori, de servir à la recherche d'emploi. Instagram, mais qui monte bien quand même. Instagram, au total, il gagne 6 points en un an, c'est beaucoup, mais ça gagne encore plus parmi les étudiants des écoles de management, puisqu'on est plutôt sur une hausse de. Ça veut dire que ça exige de la part, une agilité de la part des entreprises qui sont peut-être sur des vecteurs un peu plus traditionnels, LinkedIn en tête, à aller sur des univers qui étaient peut-être moins évidents, a priori au départ, mais qui, encore une fois, il y a un effet crise. Certes, mais là on ne peut pas parler que de la crise, on essaie de changer un peu de registre. C'est une tendance qu'on voit déjà depuis quelques années, alors elle s'accélère un peu, mais elle était là depuis quelques années, mais ça nécessite effectivement une adaptation en permanence de la communication employeur des entreprises pour aller sur le bon réseau et être au bon endroit pour ces populations-là. Jacques Hadou, est-ce que vous êtes au bon endroit, sur le bon réseau? Comment vous tous les bons endroits, tous les bons réseaux, je pense que ça va de soi, parce qu'on est une entreprise comme la nôtre, présente dans 46 pays, et considérée aujourd'hui comme une fintech. Donc ça veut dire 80% de nos produits sont digitaux, donc vous imaginez où est-ce que nous allons recruter et quel type de profil. Ça veut dire c'est ceux que tout le monde veut, les plus difficiles à capter, les plus difficiles à attirer et les plus difficiles à conserver. Donc, la difficulté, elle est partout. C'est les attirer et les conserver. Et les conserver, bien sûr. Il y a une infidélité totale chez les jeunes diplômés, c'est ça, ça continue. En tout cas, il faut savoir les rendre fidèles, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, dans la période qu'on vit, c'est quand on parle des recrutements, c'est aussi l'onboarding qui a totalement changé et sur lequel il faut bien évidemment se pencher. Donc oui, ce qu'on voit à travers ce que vous dites, c'est qu'il faut être agile de nos jours. Voilà. Et cette agilité,
elle est l'obsolescence des moyens, des techniques est de plus en plus rapide. Donc ça veut dire qu'on est en permanence sur la brèche. Et là où vous pensez que vous êtes dans une position installée, quelques mois après, il y a des bouleversements et il faut changer de paradigme. Donc voilà, être agile, être constamment en veille sur les réseaux et non seulement à travers la manière dont vous allez contacter, attirer les talents, mais dont vous faites parler également vos dirigeants. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'image d'une entreprise, l'attractivité, c'est à travers les prises de parole de ses dirigeants, c'est à travers les actions que vous promouvez. Et donc, la manière dont vous faites prendre la parole à vos dirigeants, la manière dont vous parlez de votre entreprise, elle doit être aussi multiple et s'adapter constamment à ces nouveaux réseaux sociaux. Donc, c'est une veille. Vous êtes sur Instagram ? Bien sûr. Alors, est-ce que ça demande une grammaire particulière pour y aller ? Parce que, évidemment, l'Instagram, moi j'ai une idée d'Instagram. Des jeunes en fait. On l'a par nos enfants et par les ados. Moi je ne suis pas sur Instagram, je vous le dis tout de suite. Non, mais si vous voulez, je crois que après, il faut, si on va quelque part, c'est aussi parce qu'on a quelque chose à dire. Et je pense que c'est aussi ce que savent identifier les personnes. Alors, être présent, c'est bien, mais ce qui était encore plus important, c'est être présent et dire quelque chose d'intéressant. Voilà. Parce que, bien sûr, il y a une diversité, mais il y a aussi la multiplicité des prises de parole fait qu'il est de plus en plus difficile de distinguer effectivement. Ouais. Voilà. Donc, si vous y allez pour dire exactement la même chose que les autres, vaut mieux effectivement ne rien dire. Donc, si on y va, c'est qu'il y a un message qui est porteur. Donc, le contenu, en fait, vous êtes en train de dire qu'il faut travailler son contenu un peu plus que. On regardait le débat précédemment. Le sens dans l'entreprise est de plus en plus fondamental. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui attire les étudiants, les jeunes diplômés, mais plus largement les gens qui cherchent un travail, c'est pas simplement une activité, un produit. C'est quel sens je vais donner à ma vie professionnelle. Et le sens que je vais donner à ma vie professionnelle, il va être très dépendant de l'activité de mon entreprise et de la manière dont moi, en tant qu'entrepreneur, je vais considérer mon collaborateur. Ça, c'est dit Céline. En tant que responsable du pôle conseil stratégique d'EPOCA, les actions évoquées semblent assez représentatives, notamment l'apport du contenu dans l'explication et de le sens. Comment les entreprises ont-elles adapté ou réorganisé leur parcours candidat ? Alors, de manière globale, c'est vrai que le digital a accéléré très nettement ces derniers temps. Alors, comment elles ont adapté le parcours candidat ? Ce qui est intéressant, c'était une tendance qui commençait à poindre au niveau des RH, qui était tout ce qui était advocacy. Ça s'est amplifié de manière assez considérable. C'est vrai que Jacques parle de contenu sur Instagram. Ce qui est intéressant, notamment avec Instagram, c'est que ça permet en fait aux candidats potentiels de découvrir les métiers et de découvrir les gens, de découvrir l'ambiance. Tout à l'heure, on parlait des conditions de travail. Ça, c'est un média qui s'y prête assez facilement. Donc, on va dire que la digitalisation et tout ce qui va être advocacy nous permet une amplification plus grande. Ça nous permet aussi pas mal de bénéfices. Dans un premier temps, par exemple, on peut se dire que ça permet à un candidat potentiel d'aller parler à quelqu'un qui fait son métier, que ça soit ici ou ailleurs. Donc, cette digitalisation permet finalement une amplification comme ça des contacts à des moments qui correspondent aussi au cycle de recherche du candidat et pas seulement celui de l'entreprise. Donc c'est comme ça des points de rencontre qui sont, on va dire, plus facilités. Le digital, c'est aussi, par exemple, de mettre en place un chatbot dans un premier temps de contact qui permettrait déjà, on va dire, de filtrer et de donner un certain nombre d'informations à l'entreprise, aux candidats, ce qui permet aussi aux recruteurs derrière de se concentrer vraiment sur la candidature et sur une personnalisation plutôt que d'être dans un véhicule de représentation de l'entreprise et finalement de faire office de ce premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous, il est plus personnalisé et il permet d'aller plus loin. C'est le dialogue en fait, qui est le fil rouge de tout ça, c'est qu'on peut aller questionner, on peut aller poser des questions avec un chat. On peut aller creuser, on peut aller voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. On peut poser des questions à des opérationnels par exemple, auxquelles on n'oserait pas forcément poser à des recruteurs. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont intéressantes dans le parcours du candidat. Ça exige de la part des entreprises une plus grande transparence en fait, est-ce que vous êtes en train de me dire ? Nécessairement. Ouais. Tout se sait, tout se voit, voilà, tout se communique, tout se note. On ne peut pas mettre la poussière sur le tapis, c'est non, fini. Non, c'est ça. Et l'advocacy, peut-être, pour compléter ce que vous dites, c'est qu'en effet, ça valorise le candidat. C'est-à-dire qu'il a l'impression d'être l'ambassadeur de son entreprise, et le fait de parler de son entreprise à des copains ou ailleurs, de son métier, le valorise. Exactement. Alors qu'un jeune diplômé qui souvent n'a jamais été valorisé. On permet de conserver les talents, on parlait tout à l'heure de conserver les talents, c'est vrai que ce levier est intéressant, et ça, c'est un levier interne et externe. En communication interne, c'est en Instagram, par exemple, pour nous, on le conseille assez fortement en communication interne. C'est un vrai levier assez intéressant. Alors, celui qui vous a parlé et qui vous a quasiment interrompu, c'est Olivier de Préville. C'est le chasseur de tête. Mais après tout,
quand on est chasseur de tête, il faut être parfois impertinent, hein, Olivier. Votre constat, alors, d'abord, comment vous sentez vos candidats? Comment vous sentez les entreprises? Vous êtes à la croisée des chemins, hein, vous. Oui, alors déjà, habituellement, le chasseur de tête ne s'occupe que des candidats seniors. Bon. Donc, en effet, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'un chasseur de tête fait à une table de jeunes diplômés? A priori, ce n'est pas l'univers. La différence, c'est que Headhunting Factory, donc, je représente OP Search sur les postes exécutifs, mais également Headhunting Factory sur les postes non exécutifs, sans minimum de salaire, on le verra je crois après. Et donc là, dans ce cas-là, on touche des jeunes diplômés, des moins jeunes diplômés. Des jeunes professionnels, comme on dit. Des jeunes professionnels, mais surtout des gens qui ne répondent plus. Donc c'est très intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de LinkedIn, en disant LinkedIn est un acteur majeur, incontournable. Je mettrai juste un bémol, c'est qu'aujourd'hui, les candidats qui sont les plus pénuriques, qui sont les plus approchés et même jeunes, sont des gens qui ne répondent plus. Qui ne répondent plus sur LinkedIn, qui ne répondent plus aux sollicitations, qui ne répondent pas aux annonces parce qu'ils ne sont pas a priori demandeurs. On voit sur toutes les fonctions complexes de data scientists, de commerciaux, de développeurs, mais même sur les fonctions industrielles, en maintenance industrielle, etc. Ce sont des gens qui ne répondent plus. Alors non, ils ne sont pas invisibles, ils sont toujours sur LinkedIn parce qu'il faut y être, mais ils ne répondent plus. Ouais, ils n'ont pas besoin. Voire pour certains, ils se cachent. Ouais, c'est ça. Et ces gens-là, il faut être capable d'aller les chercher. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est ce qu'on constate nous, c'est qu'on a eu peur il y a une dizaine d'années, à l'époque j'avais un bureau à San Francisco, et on avait très peur de l'arrivée de LinkedIn, en se disant LinkedIn va tuer les chasseurs de tête. Et bien figurez-vous que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la vraie pure chasse de tête, c'est quoi la chasse de tête? C'est pas LinkedIn, pas de réseaux sociaux, pas d'annuaires, pas d'annonces, pas de CVTech, pas de job board. Alors là, il y a beaucoup de DRH qui se disent « Ah bah alors c'est quoi ?» Céline, il va tuer le business. Hein, et j'allais dire, et en ce moment, plus de champagne ni de cocktail. Voilà. La chasse de tête, c'est aller chercher quelqu'un qui se cache. C'est aller chercher quelqu'un qui ne répond pas aux sollicitations. Et ça correspond, je ne sais pas si vos études le montrent ou pas, mais ça correspond à un gros quart du marché. Donc aujourd'hui, on a besoin, les entreprises ont besoin de LinkedIn, les candidats ont besoin de LinkedIn, mais il faut savoir qu'il y a une part de candidats qui ne sont ni sur LinkedIn, ou en tout cas qui ne répondent pas, et qu'il faut aller chercher. Oui, c'est ça. Le marché de l'emploi, il est varié. Hein. Évidemment, il y a des postes de débutants, des postes pas forcément très qualifiés ou des postes un peu au tout venant. Là, peut-être, il y a besoin de ces outils. Vous répondez, là, Olivier on le voit vraiment, tout ça dans l'étude. C'est-à-dire que le digital, c'est important. Souvent, c'est important pour certains d'entre eux qui se sentent quand même relativement protégés et qui, par réseau, assez facilement vont trouver un emploi. Ceux-là, effectivement, ne vont pas avoir de démarche active sur les réseaux. En revanche, ça va leur servir à tout ce que disait Céline. Je regarde, je m'informe. J'écoute, je vois ce qui se passe dans une entreprise, etc. C'est la musique de fond. C'est la vitrine quand même d'une entreprise. On va y revenir, mais par exemple, ils plébiscitent tous, quels qu'ils soient, et quel que soit leur niveau de diplôme. La vidéo aussi. Pourquoi ils nous parlent de vidéo? Parce que la vidéo, c'est ce que disait Céline. C'est le moyen de voir concrètement ce qui se passe dans une entreprise. Et la meilleure manière de voir, vous le disiez Jacques, c'est quand les employés eux-mêmes et les salariés eux-mêmes le racontent. Voilà. C'est cette idée de transparence qui est très très importante, qu'il est de plus en plus dans notre baromètre. La transparence, ce n'est pas un mot creux pour eux. La transparence, c'est avant d'y aller, je voudrais quand même me faire une vraie idée de ce qui se passe dans l'entreprise. Et c'est ceux qui... Voilà. Et donc, effectivement, ils ne vont pas forcément répondre sur LinkedIn. Et c'est là qu'on a des résultats aussi qui sont intéressants à regarder. Le digital, ça peut être un premier pas. Après, il faudra qu'à un moment donné, pour tous, il y ait de l'humain là-dedans. Et c'est là que le recruteur arrive. Et le recruteur, il doit être... Le recruteur arrive, comme Zorro, Jacques Adou arrive. C'est là, effectivement, c'est le contact. C'est à ce moment-là que le contact va prendre tout son sens et toute son ampleur. Et le recruteur, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il faut qu'il soit le porte-parole de l'entreprise, etc. Mais il faut aussi qu'il soit le porte-parole des métiers de l'entreprise. Encore une fois, c'est lui qui va donner cette transparence. C'est lui qui va communiquer. Est-ce que ça impose aussi de réfléchir différemment? On a parlé beaucoup réseaux sociaux, on l'a vu, mais l'onboarding, c'est aussi aller chercher les jeunes sur les campus, avoir des ambassadeurs quasiment qui vont aller serrer la louche dans les classes. Ça veut dire que ça demande un panel assez global d'actions. Oui, enfin, c'est quand vous allez chercher effectivement des métiers, notamment les métiers en pénurie, où vous savez que vous avez des marchés qui sont structurellement en pénurie. Il faut être lucide. Là, aujourd'hui, on vit une période particulière, c'est une crise économique, etc. Mais sur le moyen terme, on sait très bien que tout ce qui est autour du digital, des nouvelles techno, etc., est structurellement en pénurie. Et ces talents-là, il faut constamment les solliciter. Et être présent sur les campus, c'est important aussi. Et ce qui est d'ailleurs
important quand vous êtes présent sur les campus à travers des anciens élèves. Parce que quel meilleur discours que, voilà, j'étais à votre place il y a quelques années. Et je viens vous raconter, moi, ce que je vis tous les jours. Là, vous avez de la crédibilité. Voilà, moi, Jacques Hadou, en tant que DRH, je peux passer dans plein d'endroits, le dire, et c'est vrai, remarquez. Vous passez bien, honnêtement. Oui, ma boîte est merveilleuse, et c'est rentrer chez Edenred, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, c'est vrai. Mais ils vont dire, c'était le DRH qui le dit, ils vont un petit peu ça. Quand vous avez un ancien de l'ECP, un ancien d'HEC, un ancien, je dirais, de Centrale, qui vient, qui voilà, moi, j'étais à votre place il y a 10 ans, 15 ans, aujourd'hui, j'ai tel niveau de responsabilité, etc. J'ai fait ça, et voilà pourquoi j'y suis. Là, vous avez une portée et un message qui est extrêmement fort. Et notamment, on a un programme de graduate chez Edenred, où on recrute que des jeunes de top école européenne. Et là, on s'aperçoit que le discours d'anciens, et même d'anciens juste graduates, des gens qui ont terminé le programme, qui sortent de la Japonie, ou qui sortent de LSI, ou qui sortent de SCP, et qui disent « je viens de passer 2 ans, et c'est fantastique », et bien on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de réponses maintenant, d'engagement, alors qu'on a lancé ce programme qui a 33 ans. Céline, on le voit, la politique, elle est globale. Elle ne peut pas se contenter d'Instagram, même si c'est glamour, même si c'est sexy. En fait, c'est beaucoup plus global. C'est beaucoup plus global et ça s'installe dans le temps. C'est vrai que les relations écoles, par exemple, ce qui est un levier assez important au sein des entreprises pour attirer des candidats, on se rend compte que le risque là actuellement, c'est de se dire bon manque de moyens, j'ai pas forcément de recrutement, je coupe tout. Relancer la machine prend quand même vraiment beaucoup de temps. Donc ça, c'est hyper important de continuer à activer ces leviers de relations écoles et à inscrire des relations privilégiées dans le temps. Ça, c'est très important. Et puis, peut-être aussi une des opportunités que permet le digital. Par exemple, si on parle de campagne d'alternance, par exemple, un alternant qui habiterait au fin fond d'une province hésiterait peut-être à faire le déplacement pour aller rencontrer un recruteur à Paris, par exemple, au hasard, pour ne pas tomber dans les clichés. Le digital permet en tout cas de faire ce premier contact et puis finalement de transformer un candidat, on va dire, un peu passif en quelqu'un qui va être réellement intéressé par l'entreprise. Donc tous ces dispositifs, c'est vraiment quelque chose à continuer d'activer. Et là où tu as raison, Gilbert, c'est que c'est la politique RH qui se construit dans le temps et sur pas mal de leviers différents. Alors Olivier de Préville, vous êtes, pardonnez-moi le terme, un thermomètre, puisque on vous appelle pour recruter. Et votre sentiment aujourd'hui, est-ce qu'elles ont renoncé? Elles sont en attente? Elles sont en stand-by? Elles sont où, les entreprises? Alors, le aujourd'hui, il faut le mettre à partir de février, on va dire 2020. Parce que ça, entre février, mars et aujourd'hui, il y a eu 3 périodes. L'avant-Covid, le confinement et puis le post-confinement, on va dire. Les entreprises, pendant le confinement, pour faire très court, ont totalement gelé. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti. La sidération. Totalement gelé, sidération. On pourrait même dire que ça a été finalement un peu la période post-attentat qu'on a pu connaître en 2001, 2015, etc. Donc les entreprises ont gelé les recrutements. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas arrêté le business. Certains sites se sont arrêtés, mais le business a continué, avec des baisses de chiffre d'affaires pour beaucoup, mais le business a continué. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été l'élastique sur lequel on tirait de plus en plus. Et à un moment donné, on a eu des postes, des salariés qui continuent à travailler, que ce soit en télétravail ou au bureau, et qui finalement faisaient beaucoup de boulot. On a arrêté de recruter, donc ils un peu pour compenser. Oui, et puis à un moment donné, il a bien fallu lâcher l'élastique et il a bien fallu se mettre à recruter. Donc depuis le mois d'août-septembre, on se rend compte que les entreprises recommencent à recruter un peu forcées pour certaines, parce qu'on ne peut pas retenir les recrutements, surtout pour celles qui ont beaucoup de recrutements à l'année et qui ont gelé pendant 6 mois. Donc ça repart. Alors il faut faire la différence entre les entreprises pour lesquelles ça repart forcé parce qu'il faut combler des trous et celles pour lesquelles il y a une vraie reprise. Ou celles qui sont en transformation et qui ont besoin de changer. Ou celles qui ont pris le parti d'y aller. On pourrait parler longtemps, par exemple, des raisons pour lesquelles aujourd'hui les entreprises recrutent. Qu'est-ce qui s'est passé pour certaines? Eh bien, et vous en avez parlé tout à l'heure, on parle du sens, on parle du changement, on en parlera peut-être après, des changements qu'ont pu apporter cette période-là. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui ont quitté les entreprises, on a des gens qui ont changé de vie, on a des entreprises, malheureusement, ça existe, qui ont profité du confinement pour couper par le bas et se séparer de candidats sous prétexte économique. Donc il y a eu des postes. Et donc aujourd'hui, les entreprises recrutent. Donc finalement, ça dépend, pour répondre à votre question, ça dépend complètement de l'entreprise. Mais aujourd'hui, en effet, nous, on constate une reprise. Jacques Hadou, est-ce que c'est compliqué, parce que la période était tellement unique, de se placer dans une vision durable? Parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. C'est je n'arrête pas tout, parce que demain, ça va reprendre. Demain, il faudra bien remplir les trous dans la raquette, comme vous le disiez, Olivier. Est-ce que c'est compliqué, malgré tout? Alors, je pense que ce qui serait, à mon avis, la plus mauvaise solution, c'est de ne pas se placer.
dans une vision durable. On sait très bien effectivement qu'il peut y avoir des phénomènes purement conjoncturels, et là on est dedans. Alors dire qu'on n'en tient pas compte du tout, c'est pas vrai. Par exemple, effectivement, pendant la période de confinement, recruter quelqu'un, c'est très très difficile. Vous savez que même si la personne intégrait l'entreprise, elle l'aurait intégré en full télétravail. C'est quand même difficile d'intégrer quelqu'un dans une équipe quand il n'a même pas la capacité à venir sur son lieu de travail. Donc c'était aussi des questions qu'on s'est posées à ce moment-là. Mais on sait très bien que sur le moyen terme, nos business, ils vont continuer. Et si vous arrêtez tout, effectivement, vous le payez très fortement après. Donc nous, Société Comédie, on n'a jamais arrêté le recrutement. À un moment, on a pu différer certaines choses en disant, écoutez, là, on arrête un petit peu parce qu'on n'a tout simplement pas la capacité de vous intégrer comme on souhaiterait le faire, mais nos recruteurs ont constamment été en contact avec les candidats potentiels pour dire, voilà, dès que ça va s'ouvrir un petit peu, on reprend pour que vous puissiez venir dans la maison. Céline, je crois que c'est important de ne pas faire du stop and go. Je crois que même si on ne recrute pas, il faut quand même avoir ce fond de sauce de communication RH. Bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on s'adresse au public externe, mais également au public interne et gérer des problématiques de marque employeur, c'est à la fois l'interne et l'externe. C'est vrai, je suis d'accord avec Jacques, c'est vrai que donc les stop and go, il ne faut pas qu'il y en avoir, et puis d'autant plus qu'on tient un discours avec des projets d'entreprise qui repartent, avec des visions qui sont établies à 3 et voire 10 ans pour certaines entreprises, avec des raisons d'être qui sont en train de se constituer à côté et qui sont des vrais véhicules pour le coup de sens. Et les stop and go coûtent beaucoup plus cher à terme que de continuer à justement à maintenir des programmes, des relations, des relations dans le temps. Et puis je crois, excusez-moi, ce qui est important dans une période de crise comme on peut la vivre aujourd'hui, et bien quand vous êtes une entreprise, que vous prenez la parole et que vous dites « nous on croit en l'avenir ». Nous on pense que le business il est là et nous on a une démarche proactive et on continue à vous embaucher parce qu'on n'est pas optimiste, on croit en l'avenir. Et bien je crois que les gens s'en souviennent. Voilà. Ça c'est très important. Olivier, question pertinente, mais ça vous convient bien. Est-ce que les entreprises en ont profité pour mettre un peu le frein sur les salaires à l'embauche? Pas du tout. Vraiment pas du tout. Je pensais que vous alliez me poser une autre question. Alors allez-y, c'était à laquelle je réponds à votre question. Pas du tout. C'est vraiment pas un sujet qu'on a remarqué. Pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, en chasse, j'entends, pardon, les plus 10, plus 15, plus 20% du passage d'une entreprise à une autre, c'est fini. Pour une raison simple, c'est que la raison pour laquelle un candidat quitte son entreprise pour aller dans une autre n'est plus l'argent. C'est incroyable à dire. Dans les années 80, ça fait très vieux combattant ce que je dis, mais dans les années 80 ou 90, et dans vos études, vous l'aviez, le sujet numéro 1 de motivation des candidats de 22-23 ans, c'était gagner de l'argent. Bon. Aujourd'hui, ça arrive en 3e, 4e position, 3e. Voilà. Et devant, on a autre chose, on a le bien-être, on a le sens, on a tout ce que vous... qui veut dire le sens, en fait. Voilà. Et tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le salaire, les candidats ne recherchent plus automatiquement le gap financier, qui était un mot très utilisé. Non, ils recherchent à avoir au moins l'équivalent de ce qu'ils avaient, mais en donnant du sens, en se rapprochant de leur famille, parce qu'il y a de la distanciation. Ce qu'on a pu connaître avec des directeurs de projet qui partaient le lundi et qui rentraient le vendredi, c'est de moins en moins présent. De moins en moins présent. Et aujourd'hui, tout le monde veut se rapprocher de ces deux domiciles. C'est l'élément de culture interne qui est fondamental derrière tout ça. Et c'est ce qui se transmet à travers les programmes, l'advocacy dont on parlait, Instagram et toutes les rencontres qui peuvent être faites virtuelles ou digitales. C'est la culture interne. On adhère à une culture interne, on choisit un projet comme ça. C'est le contenu dont vous parliez. Oui, je crois que moi, ça fait 30 ans que j'exerce des fonctions de DRH. Je sais où était Jacques. On peut le dire ou pas? Oui, c'est pas un secret. C'était le DRH de Capgemini, c'est une petite entreprise de conseil. Et moi, ce que j'ai constaté au cours de ces 30 années, c'est qu'on est passé d'un concept à je veux réussir à je veux être heureux. Et être heureux peut passer aussi par la réussite, mais pas uniquement par la réussite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fortement ressenti. Voilà. J'aime ma boîte. C'est le candidat qui dit j'aime votre boîte. Je vais chercher avant tout mon bonheur professionnel et pas forcément ma réussite professionnelle. Et pour certains, ça va passer par la réussite parce que je veux, effectivement. Mais pour d'autres, ça peut passer tout simplement par l'intérêt d'un métier, les valeurs d'une entreprise, un environnement qui va me permettre de m'épanouir, etc. Donc là aussi, en tant qu'entreprise, raisonner sur ce qu'ils veulent, c'est absolument juste devenir vizir à la place du vizir, ça c'est fini aussi. On peut aussi devenir, mais ça peut être, mais pas uniquement. On n'est plus dans les années 80. Voilà.
Céline, c'est quand même une histoire de communication aussi. Parce que Ça, si on tout à n'explique fait. pas ça, on Ouais. ne peut pas comprendre l'enjeu. On est d'accord. On parle de storytelling, mais un storytelling autour de la vérité. Et être heureux, j'allais rajouter, quand vous disiez ça, voir les collaborateurs avec lesquels on va travailler. Ouais. Et donc, voilà, on choisit effectivement de rejoindre une équipe, un projet, un management, etc. Donc, Un effectivement. vrai sujet sur le télétravail. Oui, Ah. et la période a amplifié les questions autour de bien sûr. ça. Le télétravail, c'est à la fois une question d'équilibre, Mm. bon, je vous le disais, se rapprocher, Ouais. ça permet ça aussi. Et en même temps, il y a l'envers du télétravail, Ouais. c'est quel collectif. Enfin, moi, Pour les tout jeunes pense que la entrants, mais pour les autres aussi. Donc, Et comment Travailler, faire c'est de aussi cette une culture communauté interne. de travail. Ça, je Ouais, suis ça, toujours c'est intimement sûr. persuadé. Ouais, Voilà. c'est le lien Ça, social, c'est sûr. le vivre ensemble. Mm. Et Et ça moi, je vous repose sur propose quelque de faire une seconde émission rien que sur ce sujet, hein, Mm. d'accord? On reviendra. Avant de passer à la dernière partie de l'émission, et surtout, autant... Alors, on a pris beaucoup de plaisir à échanger, évidemment, mais vous savez que tout à l'heure, on va déflorer le palmarès des entreprises préférées des jeunes étudiants et jeunes professionnels. Alors, qui a été fait avec Le Figaro et Harris Interactive. Je vous propose de découvrir en avant-première le film dont Olivier a dit quelques mots tout à l'heure sur justement Headhunting. Allez, tout de suite, quelques images. Voilà, retour plateau pour le temps fort ou un temps fort de cette émission en direct. On va dévoiler le palmarès des entreprises préférées des étudiants. Delphine, vous êtes avec moi depuis le début. On en profite pour remercier nos précédents invités, Olivier de Préville, Jacques Adou et Céline Lebaille d'Epoca. Ils ont été parfaits comme d'habitude. Mathieu Gabé, le patron d'Epoca, est revenu. Et là, roulement de tambour, musique, confetti. C'est le moment où on va dévoiler tout. Mathieu, racontez-nous s'il vous plaît, comment on va procéder? Alors, on va procéder très simplement. Avec Delphine, on va vous présenter les résultats sectoriels pour commencer, donc l'ensemble des résultats secteur par secteur, avec le top 3 correspondant. Évidemment, toutes les entreprises ne sont pas dans le top 3, donc on aura l'occasion à la suite de cette conférence digitale, pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris un rendez-vous de restitution personnalisée, la possibilité d'avoir l'ensemble de vos résultats que vous allez retrouver à la suite de cette présentation digitale aujourd'hui, secteur par secteur, puis la vision des ingénieurs, la vision des managers, la vision des universitaires, et pour finir,
les résultats, le Grand Prix avec l'ensemble des entreprises, des 179 entreprises qu'on va vous présenter classées. D'abord les entreprises classées entre la 179e place et la 140e, puis la 140e et la 120e, etc. Nous sommes là jusqu'à demain matin. Non, ça ira très vite. Justement, on va regrouper pour justement, on ne va pas stigmatiser ou montrer tel ou tel classement. Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans le détail sur le top 20, puis le top 3 et le grand vainqueur de cette année. Je te laisse la main, Mathieu. C'est parti. Donc, avec Delphine, on a le plaisir de commencer par le secteur alimentaire, où en première position, nous avons Danone, Coca-Cola et Nestlé en troisième position. C'est le même palmarès que l'année dernière. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Même, on a parlé de toutes les différences qu'il y a à la période, du Covid, etc. On garde quand même une très forte stabilité. Et quand on a 3-4 points d'écart en termes de perception d'employeur de référence, puisque là, on vous montre vraiment vos classements en tant qu'employeur de référence. Je vous rappelle qu'il y avait 4 questions qui étaient posées à nos jeunes. Est-ce que vous connaissez l'entreprise? Est-ce que pour vous, c'est un employeur de référence? Est-ce que vous avez envie de travailler dans l'entreprise? Et est-ce que vous trouvez que sa communication est performante? Et ça, on aura l'occasion de le voir en restitution personnalisée. Donc, une grande stabilité cette année, puisque les entreprises restent dans le même classement que l'année dernière. C'est des entreprises qui sont très présentes au cœur des écoles d'ingénieurs, au cœur des écoles de management, beaucoup. Donc, pas véritablement de surprise dessus. Delphine, c'est à toi. On continue avec Assurance Mutuelle. Là encore, un peu d'évolution dans un secteur qui, vous le voyez, est assez large, puisqu'on teste quand même 9 entreprises. On retrouve cette année encore nos 3 premiers, AXA, Allianz et Groupama. Là encore, des entreprises qui sont très présentes, notamment dans les écoles, les étudiants jeunes diplômés des écoles de management qui gardent, qui conservent une place très très haute dans le palmarès cette année encore. Un secteur où il y a beaucoup de recrutement et d'ailleurs il y a trop peu de jeunes qui veulent aller travailler dedans. On aura l'occasion, on en a parlé et j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient, notamment à certains présentateurs, que l'audit n'était pas toujours très rigolo. Moi je trouve que c'est plutôt un métier passionnant et très formateur, mais ça c'est un autre débat. Donc le secteur de l'audit où EY arrive en tête et prend la première position. Ils étaient deuxième l'année dernière, donc on a vu monter sur ces 5 dernières années EY un changement de marque qui a mis un petit peu de temps à s'installer, mais aujourd'hui, EY se positionne assez largement en tête devant Deloitte et KPMG. Donc voilà, un véritable changement. Avec un élément super intéressant, tu parlais de la dernière question de ce baromètre, c'est quelles sont les entreprises qui communiquent le mieux auprès des étudiants. EY est très très haut dans la hiérarchie des entreprises qui communiquent bien. Mais là c'est du teasing, normalement ça on en parlera lors des restitutions personnalisées, mais effectivement, extraordinaire performance d'EY sur le sujet, dans la mesure où aujourd'hui ils sont premiers en audit. On verra tout à l'heure, ils sont bien positionnés dans le classement général, mais ils ne font pas partie du top 5. Pareil, je spoil un petit peu. Mais par contre, effectivement, en termes de performance de communication, c'est à noter et à remarquer. On passe au secteur de l'automobile, des films. Automobile équipementier, alors on le sait, on l'a tous en tête, c'est un secteur qui a évidemment beaucoup souffert de la crise sanitaire et économique. Il garde quand même la confiance des étudiants et jeunes diplômés, notamment, on le voit, les 2 entreprises françaises, PSA et Renault, qui conservent leur position sur le podium, 2 et 3, juste après Volkswagen. Donc des évolutions fortes, certes, mais une attractivité de secteur qui reste quand même importante auprès des étudiants et jeunes diplômés. Banque, le secteur de la banque, on avait 10 entreprises qui étaient testées. BNP Paribas devant Crédit Agricole et Société Générale, c'est le même palmarès que l'année dernière. C'est des entreprises qui sont très hautes et très bien classées dans les écoles de management, un petit peu moins dans les écoles d'ingénieurs. Et je sais que pourtant dans le secteur bancaire, il y a de nombreux postes et d'opportunités pour les ingénieurs. Très clairement, une communication appréciée par les jeunes dans ces secteurs de la banque. Alors, si vous avez suivi la première table ronde, le BTP Construction, ça fait partie des secteurs, évidemment, cette année, qui ont connu la plus forte progression de notre activité. Sophie l'a rappelé tout à l'heure en disant, voilà, notamment du côté ingé, on a envie de faire quelque chose pour ce monde et pour ce nouveau monde. C'est un secteur qui attire les ingénieurs qui ont envie aussi, sans doute, de rencontrer et de mettre en œuvre leurs aspirations en matière d'environnement, notamment. Il y a une forte progression, je l'ai dit de manière générale, mais elle est encore plus forte chez les ingénieurs. C'est vraiment le secteur qui pousse beaucoup du côté des étudiants jeunes diplômés
ingénieurs, avec une belle progression d'un des acteurs dans ce secteur qui est Eiffage, qui, dans un secteur qui progresse aussi de son côté et se hisse à la 3e marche du podium cette année. Un nouveau classement, le classement dans le secteur de l'immobilier. L'immobilier ou Bouygues Immobilier termine en première position devant Nexity et Foncia. Une belle progression de Bouygues Immobilier dans valeur absolue, un travail de fond mené et qui se voit et qui se remarque en matière de marque employeur. Éditeur de logiciels. Un classement très stable par rapport à l'année dernière, toujours Dassault Systèmes, Ubisoft et Cisco, même si Ubisoft a pris quelques points quand même depuis l'année dernière. Ça ne lui a pas encore permis de prendre la première place, mais on a une progression assez notable. Le secteur de l'énergie, qui est un secteur qui est un des secteurs les plus attractifs, c'est le 4e secteur au global apprécié des jeunes et le 2e chez les ingénieurs. Premier EDF, 2e Total et Engie, avec EDF qui consolide assez largement sa première position. Même chose, on en a parlé pendant la première table ronde, un secteur quand même très touché, lui aussi très secoué par la crise, mais qui reste fondamentalement attractif, avec toujours en première position Disneyland Paris, suivi d'FDJ et Vivendi. Dans le secteur conseil et ESN, donc un secteur, hélas, surtout du côté ESN, finalement peu plébiscité par les jeunes, et on sait que les besoins sont colossaux. Ça fait partie des entreprises qui continuent, qui recrutent, qui ont des besoins, qui ont besoin de talents des grandes écoles et qui ont évidemment l'opportunité aussi d'intégrer cette année des très belles écoles comme le SCP de Franck Bournois. Capgemini devant Accenture et IBM, donc le petit Frenchie devant les deux grands américains, donc un petit cocorico dans le secteur conseil et ESN. GAFAM, sans surprise, évidemment, c'est l'un des secteurs les plus prisés, on le sait bien, Apple, Google, Microsoft, même hiérarchie, même podium que l'année dernière. Grande consommation, numéro 1 L'Oréal, 2e Procter, 3e HP, donc des entreprises, donc L'Oréal qui conserve sa première place et qui progresse également en un an. Il faut noter aussi, et c'est important de le savoir, que cette année, sans doute l'effet juste post-confinement et fin de confinement qu'on a pu avoir sur les jeunes qui ont répondu, des taux de réponse légèrement supérieurs de la part de l'ensemble des jeunes, donc des toutes petites progressions générales de la part des entreprises, mais des choses significatives du côté de L'Oréal. Grande distribution, un secteur qui a été très médiatisé, au cœur évidemment de l'activité pendant la période, notamment avec ce qu'on a appelé les salariés de première ligne. Ce sont des entreprises qui sont très regardées par les étudiants jeunes diplômés du point de vue de leur image employeur. Elles avaient des choses à dire et à montrer pendant la période. Donc c'est un secteur qui résiste plutôt bien à l'attractivité, avec un classement qui reste stable pour les deux premiers, Carrefour et Leclerc, et une montée sur le podium du groupe Casino qui a grignoté quelques points depuis l'année dernière, ce qui lui permet de prendre la 3e place de ce classement en grande distribution. Alors, distribution spécialisée, Decathlon, qui réalise année après année de très beaux scores, qui est encore en augmentation cette année et qui a une communication remarquée un petit peu comme EY, comme on le disait tout à l'heure, mais ça, on aura l'occasion d'en discuter avec celles et ceux qui assistent aux restitutions personnalisées. La 2e place est prise par Fnac Darty devant les Galeries Lafayette. Est-ce l'effet Covid et les impacts grands magasins versus distribution digitale? On ne saura pas véritablement, mais en tout cas, Fnac Darty qui se positionne en 2e position. On va maintenant passer au secteur industrie, hors automobile et pharmaceutique, un secteur où il y a beaucoup d'entreprises qui ont été testées. Évidemment, 24, vous le voyez sur le slide, 24 entreprises, donc un secteur très large qui, globalement, en attractivité, souffre quand même, lui, un peu de la crise, très clairement. L'industrie fait partie des secteurs qui reculent un peu dans la hiérarchie globale des secteurs, mais au sein du secteur, on a quand même des acteurs qui, malgré tout, résistent en attractivité, notamment les 3 premiers qui sont les mêmes, Airbus, Dassault Aviation et Thales. Industrie pharmaceutique, on a beaucoup parlé de ces sujets-là pendant la période Covid et on en parle évidemment encore beaucoup aujourd'hui avec le vaccin. Un changement, Pfizer qui se positionne en 3e position cette année. Intéressant de noter que ce n'est pas un secteur qui augmente beaucoup en termes d'attractivité malgré tout ce qui a pu se passer, qui reste surtout attractif du côté des ingénieurs, mais pas d'évolution notable en matière de résultats et d'attractivité du secteur.
Là encore, sur le secteur suivant, institutions, établissements publics, pas d'effet notable non plus de la crise, même si le secteur public a été très mis en lumière aussi pendant la période. Une attractivité globalement stable et 2 acteurs armés de l'air, armés de terre, qui conservent vraiment des positions très très fortes dans le secteur, notamment au travers d'une communication qui est souvent très appréciée, et le CNRS en 3e position. Le secteur du luxe où LVMH arrive en première position devant Chanel et Hermès. Des résultats qui sont en ligne et cohérents avec l'année dernière. Une progression de tous les acteurs du podium cette année et très clairement des domaines, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont très prisés de la part des managers, des écoles de management, où le luxe arrive avec 45% d'attractivité. Même chose pour le secteur des médias, qui historiquement un des secteurs les plus attractifs. Globalement, il est au 5 ou 6e rang chaque année des secteurs les plus attractifs. Ça ne bouge pas, ça reste un secteur qui attire les étudiants et jeunes diplômés, avec un podium qui lui aussi est extrêmement stable d'une année sur l'autre. Canal+, en première position, TF1 et M6, groupe TF1, groupe M6 sur la 2e et 3e marche du podium. Restauration hôtellerie avec Accor Hôtel devant Club Med et McDo. Voilà, il faut que tu tournes encore. Voilà. C'est parfait, c'est bon, on y est. Donc un secteur très clairement durablement affecté par la crise, mais qui pour l'heure ne perd pas son attractivité. Toujours au 5e rang dans les écoles de management et le podium reste stable. Service aux entreprises, Delphine. Peu de mouvements là encore sur ce secteur. Parmi les 7 entreprises testées, les 3 sur le podium restent les mêmes. C'est à suivre, il faudra vraiment qu'on regarde l'année prochaine, parce que c'est quand même un secteur et des entreprises qui évoluent très vite en termes d'offres et de services, puisqu'elles essaient d'accompagner évidemment les entreprises qui doivent gérer à la fois la crise sanitaire et puis la restructuration, on va dire, un peu du travail autour de la grande question dont on a vaguement parlé tout à l'heure, pas assez, le télétravail, qui impose aussi à toutes ces entreprises de s'adapter au monde de l'entreprise qui lui-même a beaucoup évolué. Le secteur des télécoms, où on l'a vu tout à l'heure, pas un secteur extrêmement attractif des jeunes, mais un très beau travail réalisé par les entreprises qui sont présentes. Peu d'évolution à noter en matière d'évolution et un secteur qui est très stable en matière de classement. Transport, là encore, un secteur qui a été durablement sans doute affecté, mais qui ne perd pas autant en attractivité auprès de ces jeunes étudiants et jeunes diplômés. La conclusion de tout ça, c'est que même si on est dans un secteur qui souffre objectivement de la crise, on peut conserver en tant qu'entreprise une position très forte auprès de ces jeunes étudiants et jeunes diplômés. Air France, SNCF et Groupe ADP restent les 3 premiers acteurs de ce secteur. Nous allons passer maintenant au classement des ingénieurs, au classement des écoles de management et au classement des universités, avant d'aborder le classement général. Donc le classement des écoles d'ingénieurs avec Airbus devant EDF et devant Dassault Aviation, avec un petit changement avec EDF qui arrive en 2e position cette année chez les ingénieurs. Un regain avec un travail évidemment très important fait sur le sujet. Des sujets évidemment RSE, raison d'être importante travaillée par EDF qui se positionne en 2e position. Dans les écoles de management, qu'est-ce que ça donne, Delphine ? Alors c'est un petit peu plus loin dans l'école de management, mais on est là sur L'Oréal qui, voilà, on l'a vu déjà dans son secteur, mais qui là, tout secteur confondu, parmi les étudiants et jeunes diplômés des écoles de management, vraiment consolide sa place de premier, première place sur le podium devant LVMH et Apple. On en a dit un petit mot tout à l'heure, ce sont globalement toutes ces entreprises, ces 3 entreprises, des acteurs remarqués en termes de communication vers les étudiants. Globalement, elles font partie des entreprises les mieux classées sur la question quelle entreprise communique bien auprès des étudiants, notamment L'Oréal, qui, lui, est à la première place de ce classement des entreprises qui communiquent bien. Donc là, il y a clairement un effet, un impact de la communication vers les étudiants qui se traduit assez rapidement quand même dans l'attractivité des entreprises. L'Oréal est premier dans ce classement de la communication performante auprès des étudiants. Apple est 4e, LVMH 6e. Ça raconte une jolie histoire sur l'effet et l'impact de la communication, mais ça c'est le métier que Mathieu connaît a le plaisir bien. de faire avec les 200 collaborateurs d'EPOCA. Dans les universités,
publicité, qu'est-ce que ça donne? Apple devant Decathlon qui prend la deuxième place, qui n'était pas sur le podium l'année dernière, et Google en troisième position, qui n'était non plus pas sur le podium. Il y a un certain nombre de choses qui bougent sur ce classement université. Intéressant de voir que Decathlon était 5e. On disait tout à l'heure avec Delphine que c'est une communication qui a été remarquée de manière générale par les jeunes. On en voit les fruits là, mais ce qui va être très compliqué, c'est de voir quel est le classement final, parce que finalement, sur ces 3 classements, on voit qu'il y a des tendances relativement différentes qui se dessinent. Ça laisse d'autant plus de suspense sur la fin des différents classements. Juste avant de passer aux classements généraux, Delphine a un point sur la vision des étudiants, la vision des dernières années, la vision des jeunes diplômés. Je crois qu'on ne peut pas l'afficher comme ça, mais je vais essayer de la restituer. Parce qu'on va passer directement au classement général. Ben voilà. Il y a des différences. Encore une fois, il n'y a pas autant de différences que ce qu'on pouvait imaginer quand on voyait les évolutions de départ. L'attractivité des différentes entreprises reste quand même assez stable dans les différentes catégories, étudiants, jeunes diplômés, etc. Alors, on passe au classement général des employeurs de référence. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres classements. Il y a des notions de notoriété, des notions d'envie d'y travailler, des notions de performance de la communication. On s'est vraiment concentré là. Le classement de référence publié par Le Figaro dans quelques minutes, c'est bien celui-là, des employeurs de référence. On avait 179 entreprises dans le palmarès. Je vous propose de les découvrir petit à petit. Tout d'abord, les entreprises classées entre 140 et 179. Donc, à savoir évidemment que ce sont déjà des très belles entreprises qui font plein de choses, des grandes marques. Ça ne veut pas dire qu'on va mal si on est sur ces classements-là. Je vous raconte l'anecdote, la première année où on avait lancé ce classement, on a eu une directrice de la communication qui nous a appelé en nous disant « Je vous en supplie, ne publiez pas mon classement, je suis sûr que je suis dans les derniers et j'ai peur de me faire virer ». Donc on ne se fait pas virer parce qu'on est entre 140 et 179. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on présente les classements comme ça, parce qu'elle nous avait fait jurer de ne pas marquer les places précises des derniers classements. Les entreprises qui sont classées entre 101 et 140. Tu allais un petit peu vite, on est à 25,50, il faut peut-être un tout petit peu non, j'ai pas. remonter. Non, je n'ai pas. C'est pas grave, on va rentrer dedans. 21,50. Delphine, je te laisse commenter ça. Là, on est bien sur le classement entre 21 et 50, toujours auprès de nos étudiants jeunes diplômés des grandes écoles ABC, avec, on va de la 21e place pour Facebook à la 50e pour Fnac Darty. On voit là, on a une bonne représentation de tous les secteurs. Encore une fois, il n'y a pas de secteur qui écrase tout et toutes les entreprises du secteur qui seraient forcément dans le top 20. On voit bien que selon les secteurs, les entreprises vont se placer un petit peu différemment. Tu remontes donc de la 20e place et on va remonter tranquillement jusqu'à la 4e, la 20e pour EY. On a souligné tout à l'heure qu'effectivement EY avait connu de belles progressions lors des dernières éditions. Il est à la limite du top 20, il est encore 20e jusqu'à, on le voit ici, L'Oréal 4e, Google 5e, Decathlon 6e, là encore des entreprises de secteurs très très différents, y compris de secteurs qui quand même ont particulièrement souffert, je pense à l'industrie, dont certaines entreprises se retrouvent, restent cette année encore dans le top 20. Mathieu. Top 3. Voilà. Ah bah alors là, écoute, non, mais je te laisse commenter. Non, bien sûr. Alors, vous avez été formidable. Quand même. Vous avez balayé une étude monumentale, mais vraiment avec une efficacité redoutable. Bravo. Alors, toujours sur notre univers, tous étudiants jeunes diplômés confondus, de toutes ces grandes écoles que dans le jargon, vous l'aurez compris, on appelle ABC, donc quand même les grandes écoles des grandes écoles, on va dire le classement général est le suivant. Apple en première position, LVMH sur la deuxième marche et Airbus en troisième position. Là encore, on l'a dit, les nouvelles technologies, les GAFAM, le luxe restent des secteurs éminemment attractifs, mais on voit qu'Airbus, qui lui appartient à un secteur qui pourrait théoriquement plus souffrir, conserve et consolide une position très très forte. On vous donnera toutes les différences, évidemment. Ce n'est pas tout à fait la même chose, on l'a vu chez les ingénieurs que dans les écoles de management. Mais globalement, quand même, ces entreprises conservent une place très très haute dans la vision qu'ont nos étudiants jeunes diplômés des employeurs de référence, comme Mathieu l'a souligné tout à l'heure. Alors, donc pour tous ceux qui n'ont pas été mentionnés ici, évidemment, à la suite de la conférence, on publiera la data sheet sur le site que vous pourrez télécharger avec l'ensemble des classements que vous pourrez récupérer. Et puis, on sera très heureux de venir vous voir et puis de vous montrer un petit peu plus précisément pour votre entreprise comment se passent les choses et comment on peut aussi expliquer par la communication d'autres éléments les résultats qu'on a obtenus cette année. Alors là, je crois qu'on a un invité surprise. Exactement. Je crois qu'on peut lancer un peu de musique, un roulement de tambour, s'il vous plaît, messieurs, à la régie,
pour lancer notre invité surprise qui va venir tout de suite, s'il vous plaît. Voilà, nous revenons en plateau avec un invité surprise qui n'était pas prévu, enfin si un petit peu, je l'avoue. Quand on a défloré le palmarès de l'entreprise préférée des jeunes, nous savions qu'elle viendrait. Patricia Murphy, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites chez Apple? Dites-nous. Alors déjà, je suis honorée de participer à cet événement avec vous pour justement accepter ce prix au nom d'Apple France. Alors moi, je dirige l'activité entreprise chez Apple France. Enterprise. Exactement. Qui recoupe toutes les activités hors grand public. Donc ça veut dire les PME jusqu'aux grands comptes du CAC 40. Donc Apple est présent en France depuis près de 40 ans. Et nous sommes très fiers de servir nos clients, que ce soit grand public et aussi les entreprises, mais aussi d'accompagner tout un écosystème de talents français. Au niveau développeur, créatif et aussi bien sûr les étudiants. Alors, pourquoi, Patricia, d'après vous, Apple est arrivé en tête chez les jeunes en France? Mais déjà, je suis ravie. Je pense que honnêtement, nos valeurs chez Apple, telles que l'inclusion, la diversité, l'environnement et aussi la vie privée, sont tout à fait en ligne avec les leurs. Ainsi que l'innovation, bien sûr, qui est au cœur de nos produits et aussi nos services, conçus pour enrichir la vie de nos utilisateurs. Donc, merci encore pour cette marque de confiance. Je pense que nous allons continuer d'innover et de développer de nouvelles solutions et pour aussi relever au mieux les défis à venir. Alors, vous avez droit à un cadeau. Ah, c'est très gentil. Et un trophée. Un trophée déjà, Patricia, bravo. Ça, c'est pour Apple France. Donc, et puis un petit bouquet de fleurs. Voilà. C'est très gentil, merci beaucoup. Ils sont magnifiques. Très bien, merci. Patricia, where you come from? Ça fait 30 ans que j'habite en France. Mais vous avez un accent. Oui, non, mais c'est difficile à perdre l'accent, mais oui, d'origine américaine. American. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Gilbert. Delphine, merci Patricia. Voilà, c'était les grandes tendances de cette année. Comme évoqué au cours de cette émission, les équipes d'Aris Interactive et d'Epoca vous proposent une restitution personnalisée, vous l'avez dit, aux 180 entreprises qui ont été benchmarkées. L'occasion de découvrir l'ensemble de tous vos résultats, donc de savoir l'intimité du recrutement et de la relation qui se noue avec les jeunes en tant qu'employeur de référence, bien entendu, mais aussi d'en savoir plus sur les jeunes qui veulent travailler chez Apple, par exemple, mais aussi dans toutes les entreprises qui sont citées. Je vous laisse prendre contact avec les équipes d'Epoca et d'Aris Interactive. N'oubliez pas de compléter le questionnaire que vous allez recevoir par mail. C'était une très belle émission, c'était passionnant, c'était intéressant. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.